Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez et que vous me voyez correctement. Nous allons donc pouvoir commencer notre webinaire sur le guide ICAT sur le suivi des transitions justes. Je vais partager mon écran. Ludivine, est-ce qu'on voit bien mon écran? Très bien. Merci beaucoup de votre présence, tous et à toutes. Donc, comme vous le savez, peut-être ce webinaire fait partie d'une série de webinaires menés conjointement avec le CITEPA et avec l'ICAT. Le contexte du projet part du postulat suivant: les méthodologies et les outils de l'ICAT sur tous les aspects de la transparence climatique ont un fort écho pour les experts de la thématique. L'ICAT s'est rendu compte qu'il y avait également un fort besoin des pays francophones de pouvoir disposer de ces précieuses méthodologies en langue française. Le CITEPA a donc été mandaté par l'ICAT pour traduire 6 guides de l'anglais au français et mettre en pratique des activités participant à la diffusion. Je vous refais peut-être la liste des guides qui ont été ou qui seront encore traduits par le CITEPA. Donc, nous avons commencé par le guide sur la transparence en matière de finances climat, le guide en matière de développement durable sur l'implication des parties prenantes. Et nous en sommes donc à notre 4e sur une série de 6 webinaires et donc de 6 guides méthodologiques. Le guide de suivi des transitions justes. Il nous restera ensuite le guide sur les liens entre les articles 6 et 13 de l'accord de Paris et tout bientôt le guide méthodologique concernant le secteur de l'agriculture. Peut-être avant de laisser la parole à Henning Wester, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre, comme d'ailleurs tous les webinaires, je vais me présenter. Je suis Hortense Regnault, expert adaptation au CITEPA, et j'ai été chargée donc de la traduction et de la préparation de ce webinaire sur le suivi des transitions justes. Donc, je serai modératrice et présentatrice de ce webinaire. En termes d'agenda, Henning Wester nous fera donc, comme je l'ai dit, l'honneur d'une allocution. Et ensuite, on plongera vraiment dans la méthodologie ICAT, donc sur le suivi des transitions justes. Alors d'abord, en parlant des définitions, des objectifs, des grands principes clés. Et ensuite, de toutes les étapes qui vont permettre d'établir un cadre de suivi pour la transition juste. On finira en termes de théorie par les conseils qui sont divulgués dans ce guide pour assurer une participation constante des parties prenantes et renforcer la pertinence politique du suivi. Et en fin de webinaire, nous allons avoir une session un peu particulière qui va demander votre participation, une session de discussion ouverte. Je sais qu'il y a peut-être parmi vous des représentants de certains pays, notamment certains pays francophones. Ce sera l'occasion, si vous avez alors déjà des questions par rapport à la séance, bien sûr, mais également si vous avez des témoignages, des réactions ou des contributions de ce qui se passe au niveau national ou au niveau régional sur la transition juste et son suivi. Voilà, vous n'hésitez pas à participer à cette session de discussion ouverte. En règle générale, je pense que vous savez utiliser Teams. On a un chat qui est ouvert. Nous avons des collègues ICAT et CITEPA qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat et je crois qu'il y a une boîte de questions-réponses en plus. Le guide de suivi des transitions justes, il est traduit, il est publié et il est téléchargeable dès maintenant. Donc si vous voulez télécharger, vous pouvez utiliser le QR code qui est à l'écran ou le lien que ma collègue Ludivine va peut-être également mettre sur le chat. Je vous laisse quelques instants si vous voulez récupérer le QR code. Et sans plus tarder, je pense que je vais donner la parole à Monsieur Wester pour la notice d'ouverture. Merci beaucoup, Monsieur Wester.
Merci beaucoup, Hortense. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ICAT à ce webinaire de lancement de la version française du guide de suivi des transitions justes de l'ICAT. C'est très bien de vous voir si nombreux. C'est bien qu'on a pu mobiliser tous aujourd'hui pour ce webinaire qui réunit l'immense diversité de la participation des pays francophones. Les pays francophones sont une pierre angulaire de l'engagement mondial de l'ICAT. Avec le lancement récent du projet ICAT en Haïti, cette communauté ne cesse de s'agrandir. Avec un appui actif dans près de 20 pays francophones et à travers de notre collaboration avec le Hub régional pour l'Afrique centrale, impliquant 11 pays membres de la CEAC, nous sommes fiers de collaborer avec un réseau dynamique d'experts, de gouvernements et de parties prenantes francophones. Ainsi, ce webinaire reflète notre engagement continu à rendre les outils et les méthodologies de l'ICAT accessibles en français afin que la planification et le suivi des politiques climatiques puissent être inclusifs, participatifs et ancrés dans les besoins locaux. Cette année, comme Hortense a déjà expliqué, au total, 6 guides de l'ICAT vont être traduits et 4 sont déjà disponibles que Hortense a montré. Tous sont disponibles sur notre site web. Avec ces mots de bienvenue, j'aimerais vous donner un peu du contexte pour que vous puissiez situer le guide que nous lançons en français aujourd'hui en relation avec le travail sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je commencerai donc mon intervention en soulignant l'importance de la transparence et les liens avec les processus des contributions déterminées au niveau national des CDN. C'est dans ce contexte qu'il faut ancrer le sujet du suivi des transitions justes comme un élément clé pour faire progresser l'agenda climatique à tous les niveaux, national, régional et global. Donc, je commencerai par rappeler que la transparence constitue un élément fondamental de l'accord de Paris. Elle agit comme la colonne vertébrale de l'architecture de l'accord de Paris, reliant des éléments clés tels que les CDN, en même temps à l'objectif principal de l'accord de Paris, de limiter la hausse des températures mondiales, et aux priorités de développement au niveau national. La transparence dans nos pays, les données et les analyses nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des CDN efficaces. Elle aide les gouvernements à planifier l'action climatique, à gérer la mise en œuvre, à suivre les progrès et à mobiliser des financements. La transparence permet de mettre à jour les plans de mise en œuvre des CDN de manière éclairée au fil du temps, fondée sur des preuves en temps réel. La transparence ne se limite pas à la simple communication des rapports. Il couvre l'ensemble de l'accord de Paris en instaurant la confiance, la redevabilité, tant au niveau national qu'international. En favorisant l'ouverture, la transparence facilite l'engagement entre les secteurs gouvernementaux, tels que les ministères sectoriels, et renforce la confiance parmi les parties prenantes et les partenaires financiers.
Lors de la COP 30 au Brésil, le mois prochain, l'attention sera portée sur la prochaine génération d'engagement climatique national, les CDN 3.0. La transparence, y compris les données et les analyses qu'elle fournit, sera mise en avant comme un levier essentiel pour élaborer des plans plus ambitieux, réalistes et concrets et pour assurer ces mises en œuvre. Alors que la soumission des CDN 3.0 est désormais la priorité, le travail de leur mise en œuvre doit suivre. Et l'importance d'outils tels que le guide de suivi des transitions justes est de plus en plus évidente. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'action climatique doit être transformatrice en envisageant des transitions fondamentales pour de nombreux secteurs, voire pour l'économie dans son ensemble. Mais ces transitions doivent être justes, en particulier pour les pays en développement confrontés à de nombreux défis économiques. La faisabilité d'une action climatique véritablement transformatrice repose sur la confiance. Elle exige la conviction et le soutien de celles et ceux qui sont directement concernés, travailleurs, communautés, entreprises et institutions. Le présent guide poursuit cet argument, mais tout en mettant l'accent sur les dimensions du suivi de la transition juste. Le guide est un outil pratique, flexible et complet qui aide les pays à s'assurer que la transition vers un avenir à faible émission et résilient au changement climatique soit juste et acceptable aux populations concernées. Un aspect clé de ce guide est que l'établissement de la confiance et de l'adhésion parmi les parties prenantes est garanti par des indicateurs qui assurent un suivi exhaustif. En utilisant ce guide pour suivre et communiquer la manière dont les risques socio-économiques et environnementaux sont identifiés et gérés, les pays peuvent donc renforcer la confiance avec les parties prenantes nationales. Cela sont les éléments essentiels pour établir des CDN en même temps plus ambitieux et plus réalistes. L'approche de la transition juste garantit que les efforts d'atténuation et d'adaptation ne compromettent pas les objectifs de développement, mais au contraire les renforcent. En fin de compte, l'intégration des principes de transition juste dans les cadres de suivi climatique donne aux pays les moyens de mener une action climatique qui est non seulement audacieuse, mais aussi équilibrée, inclusive et durable. Le guide, désormais traduit en français, a été initialement élaboré par le World Resource Institute. Mais il est important de souligner qu'il s'appuie sur l'expérience de plusieurs pays grâce au projet ICCAT axé sur la mise en place des cadres de suivi des transitions justes. De tels projets ont été ou sont en cours de mise en œuvre au Nigeria, en Afrique du Sud et au Brésil. À titre d'exemple, dans le cadre de son Plano Climat, le plan d'action national climat qui assure la mise en œuvre des nouvelles CDN du Brésil, l'ICCAT soutient le développement d'un cadre pour suivre l'impact de l'action climatique sur les emplois, les communautés et les écosystèmes et garantir une transition juste. Un tel cadre permettra au Brésil
d'adopter et mettre en œuvre des objectifs plus ambitieux dans le cadre des CDN. Pour conclure, je tiens à réitérer ma gratitude envers le CITEPA, dirigé par Julien Vincent et Hortense Regnault, pour l'excellent travail qui a permis la réussite de la traduction et de l'événement d'aujourd'hui. Votre soutien a été remarquable tout au long de ce parcours. Et rappelons-nous tous, la transition n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et pour réussir, elle doit être juste. En élargissant la transparence pour inclure des dimensions de la transition juste, les pays peuvent avancer vers des économies bas carbone et résilientes de manière inclusive et responsable. Alors que vous vous engagez dans vos parcours de transition juste, l'ICAT se tient prête à vous accompagner avec des outils, des orientations et des partenariats collaboratifs. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous vous réjouissons d'une discussion riche et constructive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henning, et merci de vos mots. Nous allons donc nous plonger dans le guide. Comme M. Wester vient de le dire, c'est un guide qui est pratique, qui a visée opérationnelle. Donc, même si la présentation générale va parler de concepts clés, c'est vrai que l'intérêt va être de vraiment parler des 5 grandes étapes de la méthodologie qui permet d'effectuer un suivi de la transition juste et donc d'élaborer un cadre de suivi de la transition juste. Ce que je retiens aussi de l'allocution de M. Wester, c'est le lien de confiance avec les parties prenantes. Et donc, qui sont ces parties prenantes et comment instaurer ce lien de confiance? Et que c'est quelque chose qui est très important et dans la méthodologie et dans l'application de la transition juste. Donc, commençons tout de suite par une présentation générale du guide. Et quels sont les objectifs et les concepts clés qui parsèment ce guide. Et je voulais commencer par la définition d'une transition juste. Alors, je vais peut-être reprendre aussi les mots de M. Wester. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui se dirigent vers des modèles de développement qui sont durables, qui mettent en place des politiques de transition. Et en parallèle, nous entendons de plus en plus d'appels en faveur d'une transition dite juste et équitable. Donc, une société qui soit bas carbone et résiliente au changement climatique, mais également une société qui ne laisse personne derrière, où les politiques mises en place ne lèsent personne sans filet de sécurité sociale. Donc, dans ce guide, la transition juste, elle est entendue comme la transition vers une économie plus durable, d'une matière équitable, juste et inclusive, la création d'emplois décents pour tous et toutes, la garantie que personne ne soit laissé pour compte et la gestion des défis grâce à des approches participatives et au dialogue social. Donc, pour vous donner un exemple assez classique, et il y en a beaucoup, dans le contexte de l'élimination progressive des combustibles fossiles, si on n'a aucune politique ou aucun mécanisme de soutien approprié, les communautés dont les moyens de subsistance sont liés aux industries des combustibles fossiles vont subir des impacts sociaux, financiers et culturels. Donc, afin d'éviter une marginalisation accrue, les politiques de transition, si on veut parler d'une transition juste, doivent être inclusives et doivent prévoir des filets de sécurité sociale pour ne laisser personne derrière. Comme on vous l'a dit, Monsieur Wester, ce guide ne va pas vous dire comment réaliser une transition juste, mais comment suivre la transition et comment évaluer en fait sa justesse. Alors, le suivi permet de mesurer si les changements souhaités se produisent et de déterminer les écarts qui subsistent par rapport aux objectifs qui ont été fixés.
Donc ici, en parlant de transition juste, ce suivi peut être utilisé pour démontrer le caractère équitable de la transition qui est en train d'être mise en place, en suivant des indicateurs, par exemple liés à la création d'emplois décents. Et donc le suivi de la transition, ça va mettre l'accent sur les impacts sur les aspects suivants. Suivre un éventail peut-être plus large de questions que uniquement axé sur atténuation, adaptation au changement climatique. Donc par exemple, les sous-impacts sur l'emploi, l'éducation, la diversification économique, la santé, etc. Le suivi de la transition juste, ça va aussi permettre de suivre les changements qui peuvent se produire dans différents groupes de population. On va détailler, on va lier au genre, à la jeunesse, les communautés qui vont être plus ou moins vulnérables, les travailleurs des industries des combustibles fossiles, par exemple. Et enfin, en suivant la transition juste, en faisant le suivi d'une transition juste, on va pouvoir comprendre comment les questions liées à la justice sont abordées dans les transitions. Donc, par exemple, par le biais de processus participatifs, d'un partage équitable des coûts et des bénéfices dans l'ensemble de la société. Alors, cette question de justice, on va y revenir parce que c'est un des concepts clés qui est tout au long de ce guide. L'importance du suivi des transitions justes, c'est pas juste de suivre les changements et de remarquer s'il y a des écarts entre les objectifs et les résultats, mais il y a d'autres aspects qui vont être importants et qui vont aller dans le sens de ce suivi. Donc, premièrement, c'est d'informer les politiques de transition juste, forcément, mais aussi de développement. C'est-à-dire qu'on va avoir un parallèle assez net avec les politiques qui mettent en place les objectifs de développement durable et donc le suivi des ODD, mais également le suivi de la transition juste. Effectuer le suivi de la transition juste, ça permet également d'améliorer la transparence, la redevabilité et l'adhésion des parties prenantes. Ça, on y reviendra. Et enfin, l'importance du suivi des transitions justes, ça permet également d'accéder à de nouvelles sources de financement pour plusieurs raisons qui sont d'ailleurs détaillées dans le guide, mais notamment c'est un bénéfice accru, une valeur ajoutée de rajouter les indicateurs liés à la transition juste dans les recherches de financement. Ça peut être de plus en plus d'ailleurs demandé par les bailleurs eux-mêmes. Donc, les objectifs du guide pour élaborer ce cadre de suivi des transitions justes, c'est de proposer une approche qui soit très opérationnelle pour suivre et tirer les enseignements des changements sociaux, économiques et environnementaux qui accompagnent les mesures d'atténuation du changement climatique et de s'efforcer de parvenir à une transition juste qui ne laisse personne de côté. Ce cadre va permettre aussi d'aider et à gérer et à minimiser les impacts négatifs et à fournir une vue d'ensemble pour des principaux éléments nécessaires à l'élaboration d'un cadre de suivi. Donc ça, c'est l'objectif du guide. Pour atteindre cet objectif, le guide se base sur un prisme d'analyse lié à la justice, et notamment 3 types de justice: la justice distributive, la justice procédurale et la justice réparatrice ou restauratrice. Donc avant de détailler les étapes, je voulais juste faire un petit point sur quelles sont ces 3 justices et pourquoi elles sont liées au suivi des transitions justes. Alors déjà, pourquoi elles sont liées au suivi des transitions justes? Parce que les notions de répartition équitable, donc la justice distributive, de processus inclusif, la justice procédurale, et de réparation des injustices passées, justice réparatrice, sont souvent au cœur de ce qui constitue une transition juste. Donc si on met en place des indicateurs de justice distributive, de justice procédurale et de justice réparatrice, on va pouvoir avoir une vue d'ensemble du cœur de ce qui continue une transition juste. Et vous allez comprendre un peu plus avec les définitions de la justice distributive. Donc, par exemple, en commençant par la justice distributive, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à reconnaître et à prendre en compte les coûts disproportionnés d'une transition pour les populations vulnérables, à gérer les compromis et à s'efforcer de répartir équitablement les biens, les ressources et les opportunités. Concrètement, on va essayer de répondre avec la justice distributive à ce genre de questions. Qui bénéficie le plus d'une politique? Qui en est lésé? Comment la politique mise en place pourrait-elle avoir un impact sur les différentes communautés ayant un accès à différentes ressources? Par exemple, communauté urbaine, communauté rurale, il y a d'autres exemples. Ou comment cette politique pourrait modifier l'économie de certaines régions qui vivent principalement dans ces régions et de quel système de soutien bénéficient-elles ou auront-elles besoin? La justice distributive, comme je le disais dans la slide d'avant, c'est vraiment ces notions de répartition équitable. Quand on met en place cette politique, comment vont être répartis les coûts et les avantages?
elle va main dans la main avec la justice procédurale. La justice procédurale, ça concerne l'application de processus équitables, impartiaux, inclusifs, afin que toutes les parties prenantes puissent faire entendre leur voix ou être représentées dans l'élaboration, la prise de décision et la mise en œuvre des politiques. Donc, dans une transition juste, on va faire en sorte d'accueillir, d'inciter les parties prenantes, toutes les parties prenantes, à participer dans le prisme de cette fameuse justice. Donc, ça répond aux questions suivantes. Les outils utilisés favorisent-ils l'inclusion et la diversité? Les normes sociales, les coutumes et les groupes de parties prenantes avec leurs contextes variés sont-ils pris en compte? Les méthodes, les processus sont-ils trop grossiers pour tenir compte des implications des politiques des différents groupes ou alors à l'inverse, ils sont assez précis? Les dirigeants reconnus au niveau local sont-ils impliqués? Et les informations sont-elles disponibles et sont-elles suffisantes pour la prise de décision par les parties prenantes? Et enfin, la justice réparatrice ou restaurative, ça vise à réparer les torts historiques, à réduire les inégalités et à prévenir les préjudices futurs. Donc, si on parle de la mise en place d'une politique dans la vue d'une transition juste et qu'on applique un prisme de justice réparatrice, on va se poser les questions: qui a été exclu de la prise de décision dans le passé? Et évidemment, comment du coup les ramener vers nous? Et quelles communautés ou quels groupes ont été lésés ou risquent de subir des inégalités à l'avenir? Voilà. Et ces trois types de justice, ainsi que la définition de la transition juste, c'est ce qui va vraiment infuser dans les 5 grandes étapes de la méthodologie pour élaborer un cadre de suivi. Je commence donc tout de suite par les étapes. Vous voyez donc dans ce schéma les cases jaunes claires. Il y en a 6, sachant qu'il y en a 2 qui constituent la première. La première étape pour créer un cadre de suivi de la transition juste, c'est déjà développer les objectifs ou des priorités liées à la transition juste. Une fois qu'on a ces objectifs ou ces priorités, on va pouvoir permettre de formuler des cibles et des indicateurs, puis établir un processus de collecte de données, analyser les données et enfin, et très important, communiquer et rapporter les résultats. Si je plonge tout de suite dans la première étape, donc développer des objectifs ou des priorités, elle-même est en sous-étape. Pour le cadre de suivi, on rappelle que ce n'est pas pour la transition juste, c'est vraiment pour le cadre de suivi. Déjà très important, et comme on en parlait avec M. Wester et au début au niveau de la justice procédurale, il est important de préparer un processus de développement qui soit inclusif. Donc les objectifs et les priorités devraient être co-construits avec les parties prenantes. Une fois qu'on a ces groupes, cette architecture, le processus qui a été fait, on peut identifier les impacts. Donc les objectifs ou les priorités doivent être fondés sur la connaissance des impacts actuels et futurs et des communautés vulnérables afin de soutenir la justice distributive et réparatrice. Et une fois qu'on a ces 2 piliers, on va enfin pouvoir s'attaquer au développement textuel des priorités ou des objectifs. Donc, alors quelle est la différence déjà entre priorité ou objectif? Ça va être un choix qui va être potentiellement politique, ou alors ça va être un choix qui va être conjoint. On peut combiner objectif et priorité. Donc, les priorités, ça va se concentrer sur des impacts clés ou sur des domaines d'intérêt pour le suivi. Et je vais vous parler d'un exemple juste après, où ce sera plus clair. Les objectifs, ça va être plutôt des déclarations de haut niveau qui indiquent le résultat souhaité dans la dimension sociale, environnementale ou économique. Les objectifs de processus garantissent l'équité des décisions et les objectifs de résultat préviennent les impacts négatifs et remédient aux injustices sociales, économiques et environnementales. Alors, évidemment, la partie 3, ça va être le gros de cette étape 1. Quant à le dernier bloc de cette étape, c'est évidemment de valider les priorités ou les objectifs avec les parties prenantes que nous avons déjà préparées dans notre processus de développement inclusif. Alors, comme exemple, on peut citer les priorités nationales en matière de transition juste du gouvernement écossais. Donc, vous voyez à l'écran que le gouvernement écossais a listé
des priorités, donc plusieurs priorités, citoyens, communautés et lieux, la répartition équitable des coûts et des avantages, entreprises et économies, adaptation et résilience, décarbonation et efficacité, et égalité et droits humains. Et pour chaque priorité, il y a également des objectifs qui ont été associés. Donc, pour donner un exemple, citoyens, communautés et lieux, l'objectif associé, c'est d'autonomiser et dynamiser les communautés et renforcer les économies locales. Et pour chaque priorité, pour chaque dimension, on a des objectifs. Une fois qu'on a nos objectifs ou nos priorités calées, la deuxième étape va consister à formuler des cibles et des indicateurs socio-économiques et environnementaux. Donc là, c'est pareil, le guide définit bien comment atteindre cette étape. Donc déjà, pour définir des cibles pour atteindre les priorités, donc vous voyez, vous avez un objectif ou une priorité, puis après, on va avoir des sous-objectifs, hein, c'est ce qu'on appelle les cibles. On peut utiliser les critères SMART, donc en français spécifique, mesurable, réalisable, pertinente et assorti d'un calendrier. On peut avoir également des cibles avec un horizon temporel sur long, moyen terme. Et ces cibles, la méthodologie recommande le développement d'indicateurs pour suivre les progrès associés à ces cibles. Et en outre de cela, de capitaliser sur les bonnes pratiques pour définir les indicateurs et que les indicateurs soient aussi relatifs à la justice distributive, procédurale et réparatrice. Donc, je vous ai donné là, ici, un exemple de cible. Donc, Antigua et Barbuda donc, a intégré des cibles axées sur les résultats dans sa CDN pour l'objectif suivant, soutenir l'inclusion sociale, l'égalité des genres et réduire les risques de transition. Donc, il fait partie de ce qu'on appelle la transition juste. Et à horizon 2030, dont la suivante, augmenter de 20% le nombre d'entreprises dirigées par des femmes qui mettent en œuvre des mesures d'adaptation et d'énergie renouvelable. Ça va pas être, par exemple, c'est une cible. Et l'indicateur qui va aller avec, eh bien, c'est le nombre d'entreprises dirigées par des femmes qui mettent en œuvre des mesures d'adaptation et des énergies renouvelables. La cible, c'est une augmentation de 20%. Voilà, j'espère que c'est un peu plus illustratif. Le guide explique bien hein, comment arriver à chaque étape avec des exemples tout du long. Et comme je vous ai dit, une fois qu'on a les cibles, on a également les indicateurs à développer qui doivent être alignés sur ces fameuses cibles. Les indicateurs, ils doivent aider à surveiller les changements vers les objectifs ou les priorités socio-économiques et environnementaux. Il est recommandé d'inclure et de hiérarchiser les indicateurs liés à la transition juste selon le prisme d'analyse lié au type de justice. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, on va avoir trois blocs, hein, les impacts ou les cibles économiques, sociales, environnementales. On va avoir également des blocs selon l'emploi, la diversification économique, voilà, toutes les priorités qui auront été définies en amont, donc qui peuvent inclure l'égalité de genre, la santé, la pollution de l'air, l'accès à l'eau, etc. Et vous voyez en différentes couleurs, on va avoir les indicateurs qui sont liés à quel type de justice. Donc, par exemple, la justice distributive, le nombre de travailleurs ayant des emplois dans les énergies propres, ou par exemple la part de population bénéficiant de droits fonciers sûrs désagrégés par genre. En termes de justice procédurale, on va parler plutôt donc de la participation et de l'inclusion des parties prenantes, donc la qualité de l'engagement ou de la participation des parties prenantes lors des consultations et négociations liées à l'emploi peut être un exemple d'indicateur. Quant à la justice réparatrice, on a un exemple, par exemple ici, le paiement compensatoire des industries extractives par rapport aux communautés qui sont lésées par la pollution de l'air. Tout ça peut être des exemples d'indicateurs qui sont liés à la justice et qui vont permettre de voir est-ce que la transition qui est mise en place, elle est juste ou est-ce que la transition qui est mise en place, elle lèse sans le vouloir des communautés, des populations. Ça, c'est vraiment le garde-fou en fait, qui va vous permettre d'analyser ça.
On parlait des 6 guides ICAT et j'aimerais faire une pause ici pour vous parler de la complémentarité entre les différents guides. Vous avez peut-être suivi notre webinaire sur le guide méthodologique sur le développement durable. Le guide méthodologique sur le développement durable, il permettait de nous donner une méthode opérationnelle pour évaluer les impacts environnementaux, socio-économiques des politiques. Des politiques qui sont mises en place ont-elles un impact sur l'environnement, sur la société et sur l'économie et donc, quel type d'impact, etc. Donc, vous remarquez qu'on peut avoir une concordance entre le guide méthodologique sur le développement durable et ce que je viens de vous dire sur les indicateurs liés à la transition juste. Et donc, lire le guide sur la transition juste est une très bonne étape pour y élaborer son cadre de suivi. Mais si vous voulez aller plus loin sur le développement d'objectifs, de priorités, sur le développement de cibles et d'indicateurs, vous pouvez également compléter votre étude avec le guide méthodologique sur le développement durable, dont vous avez le lien sur la slide et également le QR code qui va vous prendre. Ce guide a été traduit il y a quelques mois. Donc, je vous rappelle les étapes qu'on a vues actuellement pour élaborer un cadre de suivi des transitions justes. On a vu élaborer les objectifs ou les priorités de ce cadre de suivi. Ensuite, élaborer les cibles et les indicateurs. Le 3, avant de collecter les données liées aux indicateurs, on va déjà mettre en place une architecture, un processus de coordination et de collecte de données. Ça va être quelque chose qui va vraiment être lié à la gouvernance et aux institutions pour établir ce genre de processus. Il va falloir déterminer quels sont les éléments qui sont impliqués dans la gestion des données en matière de transition juste. Donc, qui fera quoi? De quelles ressources et de quelle expertise devrait-on disposer? De quel type d'arrangement institutionnel et de partenariat a-t-on besoin? Il faut aussi éviter de réinventer l'eau chaude, ou de réinventer la roue plutôt, et de capitaliser sur les indicateurs qui sont existants et pour lesquels il y a déjà des flux de données. Est-ce qu'il y a des arrangements de collecte de données ou de plateformes de gestion de données pertinentes qui existent? Dans ce cas-là, mettre en concordance avec les indicateurs de transition juste. Il est également recommandé de nommer un organisme de coordination des données, donc ça peut être le Bureau des statistiques ou autre type d'organisme de coordination, avant d'organiser le processus de collecte de données, donc identifier les catégories de désagrégation de données, identifier les sources de données, on peut aussi identifier les data flow maps, tout ce genre d'outils peut être mis en place, avant enfin de collecter les données liées aux indicateurs. Une fois les données collectées, il convient de les analyser. Donc, que fait-on de toutes ces données? Donc, il peut être intéressant d'évaluer les tendances et d'analyser les changements à travers une analyse des tendances, un suivi par rapport à une référence historique ou un scénario futur, ou une analyse à l'aide d'indices. Donc, une analyse à l'aide d'indices, c'est une agrégation d'indicateurs qui va permettre d'avoir une vision peut-être un peu plus globale de tous ces indicateurs. Donc, un exemple d'indice pour que ce soit un peu plus clair, le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, combine plusieurs indicateurs, le taux de mortalité maternelle, le taux d'accès à l'enseignement supérieur et la participation des femmes à la population active, afin de générer un score d'inégalité entre les genres au niveau national. C'est appelé l'indice d'inégalité entre les genres. Et ça reflète en fait les disparités de genre en matière de santé, d'autonomisation et d'accès au marché du travail. Donc en agrégeant plusieurs indicateurs, on obtient cet indice. Voilà. Encore une fois, le guide explique assez bien les différentes méthodes pour l'analyse des tendances, pour le suivi par rapport à une référence historique ou un scénario futur ou les indices. Et il me semble, sans dire de bêtises, que le guide de développement durable va encore plus dans le détail si jamais au niveau méthodologique, vous avez des besoins liés à cette analyse de données. Il convient aussi de documenter les sources et les méthodes de suivi et d'actualiser au fur et à mesure. Et enfin, l'apprentissage et l'évaluation, ça on ne vous l'apprend plus, le fait de capitaliser sur la façon dont le processus s'est déroulé, d'évaluer si le processus s'est bien déroulé et de partager les bonnes pratiques.
Et enfin, la dernière étape, donc au bout de tout ce processus, qui est évidemment un processus itératif et qui est fait de façon continue, en cycle, il s'agit de communiquer et de rapporter les résultats. Pour cela, il faut identifier donc le public cible, déterminer quelles informations communiquer et déterminer la façon dont on partage l'information. Alors, je ne sais pas si j'ai mis voilà, j'ai pas mis la slide d'exemple, mais le guide donne un exemple assez parlant, je trouve, de la façon dont la ville de Kuala Lumpur a fait réaliser son cadre de rapportage sur la planification de l'action climatique, et notamment un plan de communication. Donc, vous savez, il est écrit dans le guide. Ils ont identifié donc les parties prenantes. Et après, selon les parties prenantes, ils ont répondu à ces questions. Quel type d'informations leur faut-il? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces informations? Quelles sont les méthodes de communication de ces informations selon chaque public cible? Et à quelle fréquence on communique? Donc ça, je vous conseille d'aller lire le cas d'étude de Kuala Lumpur dans le guide qui est très intéressant. Pour toutes ces étapes dans le processus, donc on a fini un grosso modo, c'était les 5 étapes qui sont évidemment bien plus détaillées dans le guide. J'espère que je vous ai donné envie de plonger dedans et d'en apprendre plus au niveau méthodologique. Car dans chaque étape de, de cette méthodologie pour élaborer un cadre de suivi des transitions justes, le guide insiste sur le lien de confiance avec la population et avec les différentes catégories de parties prenantes. Et ça implique une participation. Donc, on revient à la justice procédurale. Quand on parle de transition juste, on parle notamment de justice procédurale, donc une participation inclusive des parties prenantes. Alors, tout au long de ce guide, vous verrez de nombreux conseils pour inclure et respecter au mieux les souhaits des parties prenantes. Et ça commence dès le début. Donc, vous avez vu la première étape, le premier bloc de la première étape, c'est déjà créer un processus participatif dès le départ. C'est pour ça que les 2 premiers blocs de la première étape, qui sont préparer le processus et identifier les impacts sur les parties prenantes, sont assez importants. C'est vraiment ce qui va nourrir après toutes les autres étapes et qui va permettre de ne pas travailler en silo ou en forme très top-down. Créer un processus participatif dès le départ, ça va permettre donc de renforcer la confiance des communautés, mais aussi améliorer l'acceptation sociale des mesures climatiques et s'assurer que les politiques qui sont mises en place, elles reflètent la perception de la justice des parties prenantes et que ce ne soit pas une politique qui soit hors sol ou qu'on réalise a posteriori qu'il y avait des impacts qu'on n'avait pas prévus. Un deuxième pilier de l'inclusion des parties prenantes, c'est de savoir de qui s'agit-il. Donc de cartographier et de mobiliser les acteurs concernés en tenant compte de leur vulnérabilité. Donc, on peut partir potentiellement des secteurs économiques qui sont susceptibles d'être touchés pendant la transition. Ça, c'est une communauté assez large, mais entre guillemets, qui va être assez facile à identifier, ainsi que les communautés qui sont à risque. Ça, potentiellement, ça va être les communautés historiquement marginalisées ou en situation de grande vulnérabilité. Le guide nous donne quelques méthodologies pour réaliser cela. Donc, la cartographie des acteurs, la consultation d'experts et d'organisations locales, toujours en reconnaissant les dynamiques de pouvoir entre les groupes, voire à l'intérieur des groupes. L'idée, c'est que c'est pas que les groupes, que les groupes ne soient pas laissés de côté, c'est que les individus même ne soient pas laissés de côté. Donc, bien cerner aussi les dynamiques de pouvoir. Un troisième pilier les parties le processus inclusif de parties prenantes, c'est de renforcer les capacités. Pour que la participation soit optimale, il ne suffit pas juste de parler avec les personnes.
puisqu'on va potentiellement parler de termes techniques ou de politiques qui vont être ingénieriales, par exemple, liées aux infrastructures, avec potentiellement un jargon bureaucratique. Donc, il faut savoir comment communiquer, mais également renforcer les capacités des parties prenantes pour que le dialogue soit optimal, soit aussi équitable. Ça peut impliquer donc une diffusion d'informations compréhensibles, donc ça, une vulgarisation sur le climat, sur les politiques, sur les impacts qu'elles vont avoir, sur des formations ou des facilitations qui sont adaptées aux besoins des groupes. Ça peut être aussi la création d'un espace où toutes les opinions sont prises en compte et après un dialogue avec des experts potentiels. Un quatrième pilier de la participation des parties prenantes, ça va être d'adapter les méthodes aux contextes locaux et culturels. Donc, ça va être une certaine flexibilité. Là-dessus, les bonnes pratiques recommandées, ça va être une modération des dialogues avec les parties prenantes pour équilibrer les différentes voix. Utiliser divers moyens de participation, donc on peut avoir des ateliers, des réunions publiques, des enquêtes en ligne, l'utilisation des réseaux sociaux, pourquoi pas, toucher plusieurs publics. Potentiellement décentraliser les consultations en dehors des grandes villes pour aller toucher les publics qui ont moins de capacité de transport ou qui sont très isolés ou dans des régions plus rurales. Ça va être également de produire des supports dans des langues qui sont parlées à certains endroits du pays pour faciliter la compréhension. Et évidemment, un dernier pilier, mais alors ça, avec les guides ICAT, nous en parlons tout le temps, c'est d'assurer la transparence, l'équité et la redevabilité tout au long du processus. Donc là, le guide recommande également plusieurs approches. Au fur et à mesure des étapes, vous allez avoir plusieurs conseils sur comment prendre en compte les parties prenantes pour cette étape en particulier. Donc, on parle de processus décisionnels qui vont être transparents, de diversité des participants ainsi que de l'inclusion des parties prenantes à la prise de décision. Prise en compte donc des coutumes et des contextes locaux également dans la prise de décision. Et enfin, et ça c'est vraiment la 5e étape de la méthodologie, c'est vraiment une communication claire des objectifs, du processus, des résultats, mais également des limites potentielles que ces politiques vont impliquer. Donc, vraiment une communication qui soit claire dès le début pour que les parties prenantes aient toutes les informations en main afin de pouvoir participer de façon éclairée. Et pour vous donner un exemple qui est détaillé dans la première étape de cette méthodologie, c'est l'inclusion des parties prenantes en Afrique du Sud pour le développement de la vision et du cadre pour une transition juste. Donc en gros, lors de l'élaboration du cadre de transition juste en Afrique du Sud, il y a une commission présidentielle sur le climat, donc la PCC, qui a d'abord fait des étapes d'information au public sur la transition vers la neutralité carbone, et ensuite qui a organisé des consultations avec les parties prenantes afin de comprendre leur vision d'une transition juste. Et au cours de ce processus, qui a duré quand même plusieurs années, le PCC a utilisé divers instruments, notamment des ateliers et des événements avec les ministres du gouvernement, la société civile, les entreprises, les syndicats, les chefs traditionnels, les jeunes, la communauté scientifique. Et ces ateliers ont été tenus publiquement. Et ça a permis de déterminer les principaux domaines de préoccupation avec la population, qui ont ensuite après nourri les objectifs et les priorités en Afrique du Sud pour la transition juste. Le PCC a fait appel à divers experts nationaux, notamment du monde universitaire, mais pas que, des entreprises, de la société civile, et a commandé une série d'essais de documentation explorant les moyens de parvenir à une transition juste en mettant l'accent sur la résilience sectorielle. Donc, par secteur, ils ont demandé une contribution intellectuelle à différents experts.
Donc les thèmes abordés, ça concernait la démocratie ouverte, pardon, en lien avec l'atténuation et l'adaptation, les changements sur le marché du travail et la négociation collective, les considérations qui sont liées à la santé mentale, l'intégration des informations et de déchets, des récupérateurs informels de déchets, pardon, et le financement de l'adaptation, qui est d'ailleurs très en lien avec la COP qui arrive bientôt. En plus de ça, le PCC a également fait des consultations en petits groupes qui ont été menées avec les travailleurs, les communautés, les petites entreprises et les partenaires sociaux, tels que les gouvernements locaux, afin de leur permettre de parler, en fait, de s'exprimer et potentiellement de déterminer leur propre voie de développement. Donc les groupes de parties prenantes et la communauté au sens large ont vraiment été invités à commenter le projet de la transition juste. Donc une fois que les objectifs, les priorités, le processus ont été développés, il y a eu une invitation à commenter, une consultation publique, et des séries de consultations communautaires en présentiel. Alors ça c'est important, on peut faire du virtuel, mais on peut aussi vraiment faire du présentiel, ont été organisées afin d'impliquer les municipalités et les chefs traditionnels. Et enfin, à la fin, une grande conférence multipartite a été organisée afin d'obtenir le soutien de toutes les parties prenantes pour le cadre de suivi. Je vous parlais de complémentarité entre les guides ICAT. Le guide ICAT a également élaboré un guide sur l'implication et la participation des parties prenantes pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des mesures climatiques. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez tout à fait plonger dans ce guide qui a été traduit en français également il y a 3 mois, il me semble. Et le webinaire, d'ailleurs, est disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que tous les webinaires, sur la chaîne YouTube de l'ICAT, pardon, ainsi que tous les webinaires qu'on a déjà fait, et qui vont vous permettre d'en savoir plus sur comment impliquer les parties prenantes, comment les identifier, comment les cartographier, comment favoriser leur participation et comment être sûr, en tout cas s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. Donc le guide sur la transition juste vous donne déjà un bon aperçu. Le guide sur la participation des parties prenantes, dont le lien est ici et le QR code que vous voyez également à l'écran, va encore plus loin dans la méthodologie pour impliquer les parties prenantes. Voilà, je vais m'arrêter là pour la théorie. J'ouvre maintenant la parole. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Alors, ça peut être des questions, ça peut être des témoignages. Est-ce que vous, dans votre pays, vous avez déjà mis en place euh, un suivi des transitions justes ou une transition juste? Est-ce que vous avez connu des défis, des obstacles, des limites ou alors au contraire des réussites? Parce qu'il faut aussi célébrer les réussites. Je vais également laisser Ludivine prendre le lien sur le chat s'il y a des questions sur le chat et s'il y a des mains qui sont levées. Il y a une main levée, Monsieur Mahamat Hassan Idriss. Je vais vous ouvrir le micro, comme ça vous pourrez parler. Alors attendez juste un instant. Voilà, normalement vous pouvez ouvrir votre micro maintenant et vous pouvez parler, Monsieur Mahamat Hassan Idriss. Ouais. Bonjour, Madame Hortense, bonjour tout le Bonjour. monde. Je m'appelle Matassan Idriss, je suis au ministère de l'Environnement et je travaille actuellement dans le cadre du projet ICAT. Donc, vraiment, c'est ICAT en train de nous appuyer dans tous les sens et vraiment, il y a beaucoup de documentation et vraiment, on est en train d'avancer. Je voudrais juste, pour comprendre un peu la philosophie de ces guides dans le cadre de ce. Mais nous, aujourd'hui, au pays, on a la stratégie sobre en carbone. Quel est le lien avec ce guide? Il y a la stratégie nationale de lutte contre le genre. Ça aussi, il y en a. Mais maintenant, vous dites que dans le guide, développer des objectifs ou des priorités. Si on veut utiliser ce guide, cela veut dire qu'il faut atteindre un objectif. Ou bien, c'est dans ce guide, on priorise ce qu'on veut faire au pays. Et parce qu'il y a des documents stratégiques politiques pour beaucoup qui sont là. Ça, c'est d'ailleurs, je voudrais comprendre. Maintenant, vous parlez des analyses des données. Cette analyse de données dans ce guide, comment on les fait? Ça, vraiment, il faut que vous nous expliquiez ça. Et au niveau des guides, vraiment, j'ai une inquiétude que ça parle que des pays non africains.
en quelque sorte, si vous voulez comprendre le français. Donc, vraiment, tous les exemples sont dans les pays développés, qui ont toutes les données, qui ont beaucoup de choses à faire, ils sont vraiment en avance sur nous. Ça c'est l'inquiétude que j'en ai. Heureusement qu'à la dernière minute, je voudrais poser la question, quel est le lien entre les guides sur la participation des parties prenantes et dans les guides, vous parlez de conseil des parties exécutives des parties prenantes. Est-ce que ce n'est pas la même chose que vous avez changé de terminologie ou bien quelle est la différence entre ces deux guides? Merci. Alors, nous avons des représentants de l'ICAT. Est-ce qu'il y a une ou deux questions que auxquelles vous voulez répondre, Eleni ou Lucia? Je ne sais pas, Monsieur Henning est aussi ici. Peut-être il va parler avant. Très bien. Oui, au plaisir. Et c'est bien de voir Mohamed Hassan Idriss avec nous. Donc, des bonnes questions et des bons points pour la discussion. Donc, c'est justement pour pouvoir appliquer le guide dans des contextes différents qu'on a introduit ces deux points de départ, les priorités des transitions justes ou les objectifs de transition juste. Donc, dès qu'un pays a déjà développé une stratégie aux transitions justes, il y a des objectifs qu'on peut prendre comme base pour établir le cadre des indicateurs. Mais si cela n'est pas le cas, on peut utiliser le guide sur les impacts sur le développement durable pour identifier des impacts prioritaires qui donc peuvent être utilisés dans établissant un cadre de suivi des transitions justes. Donc, c'est justement pour pouvoir appliquer le guide dans des contextes très différents. Soit vous avez déjà commencé avec une stratégie de transition juste et vous pouvez utiliser cela, ou par exemple dans le cas du Brésil, ils n'ont pas eu une stratégie. Donc, ils ont commencé avec une analyse des impacts des politiques et mesures climatiques sur le développement durable. Et donc, en regardant ces impacts au niveau sectoriel, ils ont établi des priorités à discuter avec les parties prenantes et pour établir donc un cadre de la transition juste, du suivi de la transition juste. Donc, ça, et les cas où on avait déjà appliqué la même méthodologie, par exemple, sont très différentes. Donc, Hortense a présenté un peu le case study sur l'Afrique du Sud, ce qui était très différent du travail qu'on a fait au Nigeria. Donc, au Nigeria, c'était le ministère d'Emploi qui a guidé le projet ICAT. Par contre, à l'Afrique du Sud, c'était la commission présidentielle sur le changement climatique. Par contre, en Brésil, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, il y a des différences entre les pays où on a appliqué la méthodologie et je crois on peut couvrir tous les cas. Peut-être il faut parfois établir des
éléments spécifiques pour des cas spécifiques. Mais on a aussi dû établir, par exemple, au Nigeria, un cadre MNB, un cadre pour définir d'où on peut obtenir les données nécessaires pour suivre les indicateurs établis. Et là, au Nigeria, ils ont décidé de de donner une responsabilité importante à l'Institut national des statistiques qui a déjà beaucoup de données qui sont nécessaires pour suivre les indicateurs sur les transitions justes. Donc, quelques éléments de réponse à des questions très intéressantes. Merci. Merci. J'ai remarqué aussi dans le guide, en effet, il y a des exemples de pays avec des grosses structures de données, comme j'ai parlé de l'Écosse, j'ai parlé de Kuala Lumpur, mais il y a aussi vraiment d'autres exemples. Donc le Nigeria est une bonne étude de cas qui est nommée dans le guide, et également le Bangladesh. Et il y a d'autres petits exemples comme ça, donc de pays qui ne sont pas nécessairement dans les pays développés partis et qui ont peut-être plus de difficultés en termes de récupération des données. Donc, je crois que le guide a essayé justement de faire un espèce de mix et de vérifier quels étaient les pays qui avaient mis en place une transition juste et sous quel format. Parce que comme M. Wester vient de le dire, c'est vrai que chaque pays avait potentiellement des domaines d'impact liés à la transition juste qui vont être différents et une façon de le faire aussi différente. Donc, il y a cet exercice d'élaboration d'une liste de différents types d'exemplification des pays. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Ah oui, et pour la différence entre le guide sur la participation des parties prenantes et ce guide-là, c'est vrai que ce guide-là se focalise sur le guide du suivi des transitions justes. Et un des piliers de cette transition juste, c'est les 3 types de justice, comme je l'ai dit, et notamment la justice procédurale. Donc, ce guide se doit de parler de l'inclusion des parties prenantes. Cependant, le guide de participation des parties prenantes, qui est un autre guide de l'ICAT, donc qui est celui-ci, ce guide, il est beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas aux étapes de guide de suivi des transitions justes. Le guide de suivi des transitions justes, il distille des conseils sur comment inclure les parties prenantes pour chaque étape, mais il se focalise sur les étapes. Il n'y a pas de chapitre parties prenantes, il se focalise sur les étapes. Tandis que le guide sur la participation des parties prenantes, c'est vraiment un répertoire de toutes les méthodes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne avec des limites, qui peut être applicable à tous les projets, en fait, et pas juste au suivi des transitions justes. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, merci Madame Hortense. Je reviens encore si quelqu'un d'autre est en ligne, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai au niveau de l'objectif. Parce que développer cette guide, c'est pour atteindre un objectif ou bien prioriser ce qui est dans le pays. C'est ça que je n'ai pas compris parce que vous avez dit que développer des objectifs ou des priorités. Oui. Donc, vraiment, ça, c'est il y a une nuance dans ça. Je ne sais pas comment maintenant vous m'expliquez ça. Déjà, le docteur avait expliqué ça, mais tu sais, c'est le franc-anglais, donc il a ramassé d'une manière. D'accord. Donc, je voudrais savoir ça, quoi. Juste ça. Merci. Dans le guide, les objectifs, c'est vraiment, ils comprennent ça comme des déclarations de haut niveau qui indiquent les résultats souhaités dans les dimensions sociales, économiques et environnementales, mais qui sont liées à la transition juste. Donc, par exemple, si on reprend ce que je vous disais sur l'Écosse, j'en trouve un. Lutter contre les inégalités économiques et sociales existantes en partageant largement les avantages de l'action climatique, tout en veillant à ce que les coûts soient répartis. Ça va être un objectif de transition juste. Voilà. Voilà, c'est l'objectif. Maintenant, aux priorités. Et la priorité, ça va être un domaine d'impact. Ouais, non, mais je comprends moi aussi, j'ai relu plusieurs fois le guide. Je reviens juste sur ma slide sur l'Écosse, parce que c'était un bon exemple. Voilà.
Là, c'est les priorités nationales de l'Écosse. Donc, ils ont Effectivement. citoyens, communauté et lieux. Ça, c'est des priorités pour eux. Mm. Alors, c'est encore différent des secteurs, hein. C'est vraiment des priorités qui vont être impactées. Par exemple, entreprise et économie, ils l'ont mis pour se dire si on met en place des politiques qui vont favoriser le bas carbone, donc ça va impacter l'industrie fossile. Et donc, les entreprises liées à cette industrie et les employés de cette industrie vont avoir des impacts négatifs. Et tout ça, c'est inclus dans entreprise et économie qui va être une priorité pour la transition juste. Okay, pour être sûr que personne n'est lésé par la transition. Okay. Ce qui s'est passé avec le cas écossais, c'est qu'ils ont eu ces priorités associées à des objectifs. Donc, si je reprends l'objectif pour entreprise et économie, c'est l'objectif de cette priorité, c'est soutenir une économie forte, dynamique et productive qui crée de la richesse et des emplois de qualité dans toute l'Écosse, respecte les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et continue de faire de l'Écosse un endroit où il fait bon de faire des affaires. Voilà. Donc, en effet, c'est lié. Potentiellement, on peut avoir soit des priorités, soit des objectifs. Mais est-ce que de ne pas prendre de priorité des documents stratégiques et Ça politiques dépend que le aussi de pays comment a le pays met en place. élaborés? Voilà, moi je crois qu'à mon Voilà, avis, c'est ça, exactement. il faut aller sur les documents stratégiques et politiques que le pays a élaborés pour qu'ils soient vraiment une priorité que dans cette guide pour les développer, atteindre l'objectif. À mon avis, ce que C'est je ça, on pense, peut. je ne sais pas maintenant, vous avez déjà élaboré, vous savez ce que vous voulez atteindre comme objectif. L'objectif, vous avez déjà expliqué, mais les priorités, j'aimerais bien que cette priorité doit encadrer avec les politiques et les stratégies que le pays avait élaborées, comme des sobres en carbone, comme vraiment la stratégie politique dans le cadre du changement climatique, intégration. Il y a beaucoup de documents que le PNA, le CDN, il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, Absolument. j'aimerais que ces guides s'alignent sur ça. Mais si on parle de priorité, on a déjà expliqué nos priorités dans nos stratégies politiques. On a déjà priorisé là-bas. Tout à fait. Du coup, on peut vraiment tout à fait reprendre des priorités d'autres documents stratégiques, Et mais bien s'assurer qu'on parle de transition juste. C'est-à-dire que effectivement, c'est la sinon, qu'on ne transition. retombe pas, voilà, qu'on ne parle pas juste de transition climatique, mais bien d'inclure cette notion de justice dans la transition. Et si jamais ça existe déjà, oui, je pense qu'il est plus intéressant d'ailleurs de les reprendre que, comme je disais, de réinventer la roue ou de réinventer autre chose qui serait un problème de gâchis de ressources. Sans avoir relu dans le détail le guide aujourd'hui, mais je suis sûre et certaine que le guide mentionne en effet que les objectifs ou les priorités peuvent déjà potentiellement se trouver dans les rapports et la documentation nationale existante. Après, le guide se devait également de parler de cette étape dans le cas où les pays n'aient pas encore de priorité en matière de transition juste, Si en vous termes me d'étape. permettez, en Oui. regardant le gouvernement écossais, il a pris Mm. le document RED plus en C'est tout à fait priorité, possible. Mm. répartition équitable des coûts et des avantages dans le cadre de la RED. Entreprise Mm. économique, ça c'est l'économie verte, adaptation et Mm. réduction au changement climatique, la décarbonation et sobre en carbone, égalité et droits de l'homme, ça c'est la stratégie genre dans le cadre du changement Mm. climatique. Donc, ces genres de documents, il faut que vraiment développer les objectifs. Je crois que ce guide devrait nous permettre vraiment aller vite avec nos documents qu'on avait élaborés sur la table. Mm. En quelque sorte, ça manque de financement, ça manque faire un projet. Mais si encore les guides viennent remettre encore ce qu'on est en train de faire en cause, vraiment, je ne sais pas quoi Mm. priorité pour quand, pour combien de temps. À mon avis, c'est ce Mm. que je pense. Mm. Donc, merci beaucoup de votre question et de la discussion. C'est vrai que c'est un point qui est très intéressant et qui méritait d'être soulevé. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être aussi donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires dans le chat? Non, pas de réaction. Est-ce qu'il y a des mains levées? Et n'hésitez pas hein, à lever les mains et pour interagir. Non, personne. Qu'est-ce que vous avez, vous, mis en place
un processus qui pourrait être lié à la transition juste pour s'assurer que lors de la mise en place de politiques climatiques, les personnes ou les secteurs économiques ou autres qui pourraient être impactés négativement sont prises en compte avec peut-être un prisme justement de justice et d'égalité. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été inclus dans vos processus et potentiellement avec un suivi derrière ou... La question est posée à qui? À tout le monde. Tout le monde peut répondre. Voilà. Je crois que je m'apprête à répondre le bon. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner le rôle de speaker. Yeah, no problem. I'm- Oui, donc l'émoticône pour lever la main, ou alors n'hésitez pas à mettre dans le chat aussi, hein. Elle se trouve sur la barre au-dessus, Teams, si jamais ça Hmm. vous cherchez. Et s'il n'y a pas de réponse ou de questions, je ne sais pas si ICAT voulait parler de processus. Voilà, Lily veut parler. Lucia Cortina de l'ICAT. Hein Lucia Cortina de l'ICAT. Ok, Lucia, allez-y, hein, si vous pouvez prendre la parole. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais justement dire que nous avons dans le site de l'ICAT quelques plus d'informations aussi dans les expériences des pays que M. Henning a déjà mentionné. Et je vais partager le lien ici et dans le chat pour si vous voulez lire un peu plus. Merci. Merci, Lucia. Merci, d'accord. J'ai vu aussi une autre main levée, Monsieur Conaré, je crois. Je vais vous n'avez plus la main levée, mais je vais quand même vous autoriser le micro si jamais vous souhaitez dire quelque chose. N'hésitez pas, votre micro peut s'allumer. Il faut juste cliquer sur le microphone normalement. Voilà. Monsieur Conaré. C'était peut-être une main accidentelle. Ouais. Il n'y a pas de retour d'expérience. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la méthodologie? Pareil, n'hésitez pas à lever la main. Sur le guide des suivis des transitions justes. Ou est-ce qu'il y en a des questions sur le chat également? Encore, Alors, il n'y je a pas de reviens. questions sur le chat, mais il y a Monsieur Je reviens encore, Oui. Madame Hortense. Oui. Ces guides, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a quand même des outils qui ont été développés? Parce que je n'ai pas pu tout fouetter, mais j'ai téléchargé ça et là. Je voudrais regarder, est-ce qu'il y a des outils qui permettent vraiment cette analyse des données a été très développée pour que ça nous facilitera la tâche qu'à tout moment de courir de gauche à droite, tel outil, ou bien c'est un outil spécial qui a été fait ou bien c'est les mêmes outils qu'on utilisait pour les analyses des données? Merci. Merci. Alors, je vais peut-être laisser la main à ICAT pour cette question, parce que c'est eux qui ont élaboré le guide avec le World Resource Institute. Yeah. Henning, est-ce que vous voulez répondre à cette question sur l'analyse des données et est-ce qu'il y a des outils prévus qui permettent cette analyse de données? Non, il n'y a pas d'outil spécifique. Donc, tout ce qui est nécessaire est dans le guide. Donc, il n'y a pas des outils spécifiques, mais il y a, comme vous voyez, des listes des indicateurs possibles qu'on peut utiliser. Donc, on n'a pas défini jusqu'à maintenant la nécessité des outils spécialisés. Sachant que dans le guide, vous avez également des explications sur certaines méthodes d'analyse. J'ai parlé un peu de l'analyse à l'aide d'indices, mais il y en a d'autres. Il y a l'analyse des tendances. Il y a tendances historiques ou alors avec des scénarios futurs. Et tout ça avec certaines explications et qui renvoient à d'autres sources.
Donc, par exemple, l'analyse rétrospective de la consommation d'énergie au Costa Rica, l'analyse donc des tendances à l'indicateur, ça c'est en Afrique du Sud, et également l'analyse de l'indice sur l'inégalité sur le genre dont je vous parlais pour le Nigeria, et un exemple aussi sur la population sénégalaise ayant accès à l'électricité, avec, je crois qu'ils ont utilisé des lignes de tendance avec un scénario futur. Donc ça, ils en parlent quand même dans le guide. Et vous savez ce que je vous disais sur la complémentarité entre les guides. Le guide sur le développement durable détaille également d'autres méthodes d'analyse de données. Et je crois qu'ils vont plus loin encore dans le guide du développement durable sur les analyses liées aux scénarios prospectifs, aux références historiques et aux indices. Donc, vous pouvez aussi coupler les informations entre les guides pour aller plus loin encore dans l'analyse de données. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et écoutez, s'il n'y a plus de questions ou plus de témoignages ou de réactions, Je vais dire euh, docteur que quelque chose. merci beaucoup de votre participation, en tout cas. Nous nous serions sentis bien seuls sans vous. Ok. Et je vous propose de finir ce webinaire peut-être un peu plus tôt que prévu. Donc, voilà, vous pouvez télécharger le guide. Alors, pardon pour l'outil complémentaire, c'est une erreur de ma part. Donc, télécharger le guide avec ce QR code. Il n'y a donc pas d'outil complémentaire, malgré ce que la slide vous dit. C'est une erreur de ma part. Avec le QR code ou avec le lien que ma collègue Ludivine a mis dans le chat. Oui, Allez-y. Je merci. n'ai pas trop. J'attends le Nous lien, restons là, je n'ai pas. Je n'ai pas vu dans ça. la slide, il y a le lien et je crois que ma collègue est en train de le remettre encore dans le chat. Code chat. Le chat de Teams. Ok. Il est également téléchargeable sur le site de l'ICAT. Ok, 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 ok. No problem. Ah bah, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et de votre participation. J'ai été ravie de faire ce webinaire. Vous Merci. pouvez toujours contacter l'ICAT ou le site EPA si vous avez d'autres questions. Merci. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des retours d'expérience ou des questions a posteriori. Henning, est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin avant que nous fermions ce webinaire? Juste pour remercier tous à être avec nous et aux collègues du CITEPA, Hortense, en principe, d'avoir guidé et présenté dans ce webinaire. Donc, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'entre vous à Belém et j'espère bien qu'on aura un événement avec le Brésil au Belém, mais ça c'est encore quelque chose à voir. Donc, si vous êtes à Belém, donc regardez les annonces des événements ICAT et j'espère qu'on va vous voir un des événements. Merci beaucoup. Merci. À bientôt donc. Merci. Merci. Nous vous enverrons les présentations et l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ICAT et les présentations seront envoyées d'ici une semaine à tous les participants. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.